Jumbo, bonsoir à tous. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas proposé de vidéo et j'ai décidé d'en faire une nouvelle pour vous parler de un documentaire que j'ai vu début 2025 qui s'appelle Aux origines de l'esclavage. J'aimerais vous parler de ce documentaire parce que je l'ai vu dans le cadre de la sélection de films pour un festival. Et c'est un film qui m'a interpellé sur plusieurs points. Et donc j'aimerais partager avec vous. Alors tout d'abord, quand on voit l'affiche, on peut se poser la question, pourquoi le choix de Kalash, Joe Star et compagnie. Donc la réponse paraît évidente. Ce sont des personnalités connues de différentes générations. Et donc le but, c'est d'attirer le plus de personnes pour faire un programme prime time. Donc quand on regarde ce documentaire, on voit très très vite qu'on a affaire à des personnes qui ne connaissent pas ou qui connaissent très peu leur histoire. Donc il n'y a pas vraiment d'échange. On est dans c'est pas sorcier avec une bonne ambiance, c'est la récréation avec le maître qui vient expliquer aux colonisés, à l'ancien esclavager, ce qui s'est passé pour ses ancêtres. Si on est là, ce qui a un lien avec mon histoire, ce qui veut dire que j'ai sûrement eu un ancêtre qui a vécu ici. Là, Allez, fais-moi rêver, c'est maintenant. là, tu fais référence donc à César. Et d'ailleurs, on voit très bien donc la fragilité de ces individus parce qu'ils découvrent des choses sur leur lignée familiale, etc. La question que je me pose, c'est pourquoi avoir fait le choix de personnes aussi ignorantes de leur histoire? Parce qu'on a des historiens, on a des militants, il y a des gens qui connaissent leur histoire et qui auraient pu questionner, alimenter les échanges avec les personnes qui ont réalisé, qui ont mené les interviews. Alors pourquoi avoir pris des gens qui sont à ce point, qui se laissent finalement mener, guider par le bout du nez? C'est ici qu'est née Lumina Sophie, en 1848. D'accord. Alors Lumina, c'est une cultivatrice, mais aussi une marchande, une couturière. On lui reconnaît un tempérament intrépide, une certaine stature physique. Et en fait, Lumina, c'est une rebelle. C'est une rebelle qui très tôt s'insurge contre les injustices de la société coloniale basée sur les discriminations. C'est une figure emblématique de l'insurrection du sud de la Martinique. Alors tiens-toi bien, elle n'est ni plus ni moins, cette Lumina, ton arrière-cousine. 2 fois ou 3 fois? 3 fois. 3 fois? Ah ouais, arrière-cousine. D'accord. Exactement. Mais est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler de Lumina Sophie? Pas une du seule tout. seconde. Pas une seule Non, seconde. vraiment pas. Non. Tout ce que tu me dis, je le prends là, voilà. Je vais vous dire pourquoi ça me dérange. Je vais vous expliquer. Il y a un livre qui s'appelle Marianne et le garçon noir de Leonora Miano. Donc c'est un recueil de témoignages. Et donc, vous avez Hamzat Boukari Yabara qui nous dit: il est fondamental de chercher une identité masculine, noire et alternative, généreuse et radicale. Une identité qui ne soit pas sportive ou musicienne ou littéraire, comme les principaux modèles que nous proposent les médias. Une identité qui ne soit pas sportive ou musicienne ou littéraire, comme les principaux modèles que nous proposent les médias. Et que nous dit Leonora Miano? En France, où l'expérience des Noirs se caractérise par son invisibilité,
les hommes noirs sont réduits au statut d'amuseurs et franchissent rarement la ligne jaune. Donc en fait, c'est un documentaire qui montre une image d'afro-descendants ignorants, jouant ce fameux rôle de bouffon, sans vouloir insulter ni l'un ni l'autre, mais malheureusement, on voit que, eh bien, ils sont là pour subir, sans aucun répondant, et ça donne une image très dégradée des afro-descendants. Et je trouve ça assez pathétique et assez tendancieux. Et comme je disais également juste avant, on a l'impression qu'il n'y a plus de problème, il n'y a pas de conséquences de l'esclavage, c'est une histoire qui est passée. Or, nous subissons encore les conséquences de l'esclavage, le racisme, les discriminations, etc. On ne parle pas de réparation dans ce documentaire et on n'aborde pas l'abrogation du Code noir qui n'est toujours pas à l'œuvre. Alors, la France s'est réveillée il y a quelques semaines en disant « Oh, mais on n'a pas abrogé le Code noir, mais comment ça se fait ?» etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, nous sommes régis par le Code noir, donc nous sommes dans le statut d'affranchis. Même s'il y a des gens qui contestent ça, qui ne sont pas des juristes, allez écouter ce que Maître Monotuk a dit à ce sujet, il vous l'expliquera très très bien. Et donc on n'aborde pas ces sujets-là. Donc qu'est-ce que c'est en fait que ce documentaire-là, sinon du divertissement? Du divertissement avec des people pour une diffusion prime time. Il y a un autre point qui m'a extrêmement dérangé dans ce documentaire, c'est une image de 2-3 secondes. Capturée par des marchands d'esclaves, elle est vendue à un équipage français. Un esclave coûte cher. Elle est échangée contre un jeu de toile fabriqué à Rouen, quelques couteaux et perles, un fusil, de la porcelaine de Chine, un baril de 2-3 secondes où l'on montre un Africain qui emmène une captive pour un marchand blanc avant qu'elle aille sur le bateau, avant d'être déportée vers les Amériques. Et cette image-là, on voit que dans cette image-là, sans pédagogie, sans explication, elle est tendancieuse. Elle est malsaine, elle est malhonnête. Et nous le savons. Et donc c'est pour ça que ce documentaire est diffusé et accompagné par les chaînes, etc. Parce que c'est un documentaire qui ne gêne pas l'établissement, qui ne gêne pas le système. Alors que vous avez des très bons documentaires qui expliquent donc, que les Africains ne se sont pas vendus, mais que c'est beaucoup plus compliqué que cela. Vous avez les routes de l'esclavage, partie 2, qui l'explique très très bien. Vous avez Chronique de Guinée, donc les premiers Portugais qui sont arrivés sur le continent africain. Eh bien, ce monsieur-là, ce qu'il dit, ce n'est pas « Nous sommes arrivés sur une plage de la Guinée et nous avons vu des Africains sur la plage qui étaient en train de nous attendre pour nous vendre leurs marchandises humaines. » C'est pas ça qu'il dit. Il dit nous sommes entrés dans les villages, nous avons attaqué les villages, nous avons tué les femmes et les enfants et les hommes qui fuyaient et nous avons capturé pour les ramener au Portugal, pour les emmener à tel endroit, à tel endroit. Pourquoi on ne parle pas de ce livre? Vous avez également Sins of the Fathers, les péchés des pères, les péchés de nos pères. C'est un blanc qui a écrit ça, dont le titre est évocateur, où il explique très bien ce phénomène-là.
Vous avez également Walter Rodney, How Europe Underdeveloped Africa, qui a été traduit enfin de nouveau en français, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Qu'est-ce qu'il nous dit Walter Rodney? Il nous dit les marchés étaient contrôlés par les Européens au bénéfice exclusif du capitalisme européen. Il ne dit pas les nègres se sont vendus, non, non, non. Et vous avez des gens qui regardent ce qui se passait au milieu du 19e siècle, quand le système était déjà bien établi, où on empêchait à des royaumes de commercer, où on allait armer le royaume ennemi d'à côté, où on a déjà braqué des fusils sur la tête du roi et de ses sujets. Et donc, comment voulez-vous que les Africains ne finissent pas par collaborer? Bien sûr, mais ça a commencé comment? Avant que ce système-là ne soit mis en place. Pourquoi on ne parle pas des résistants? Pourquoi on ne parle pas de tous ces gens qu'on a tués qui ne voulaient pas de l'esclavage? C'est des questions que je vous invite à vous poser. Et puis il y a également, voilà, je parlais tout à l'heure de rôle de bouffon, où on montre l'homme noir comme étant un amuseur, un guignol, etc. Vous avez un artiste qui va sur une plantation où on lui a dit que son ancêtre a passé une partie de sa vie, et il dit, bah, je me sens bien ici, hein. Je me sens comme chez moi, je pourrais faire pipi n'importe où. J'aime cet endroit. Je me suis senti bien, comme si j'étais chez moi. Je pouvais tout faire, je peux pisser où je veux, faire ce que je veux. Alors qu'il le pense, c'est déjà problématique. Mais qu'est-ce qui, selon vous, fait que le réalisateur a décidé de garder cette scène complètement abjecte? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Et pourquoi ce documentaire est adoré par les Blancs? Parce qu'ils disent que le coupable, la victime, c'est le coupable, puisque les nègres se sont vendus, et donc il n'y a pas de responsable. Et donc, c'est génial. Waouh, quel beau documentaire, on a appris beaucoup de choses. Donc je vous invite à réfléchir, à remettre en cause et à dénoncer toutes ces salades qu'on vous met à votre disposition. Et restons vigilants, c'est très important. C'est très important. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à bientôt. Asante Sana.